Quels sont les derniers détails au sujet de l'incendie à l'hôpital de Rouyn-Noranda et quoi savoir du début du volet masculin du Tour de l'Abitibi? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin à Rouyn-Noranda. Nous sommes au lendemain d'un incendie qui s'est déclaré au deuxième étage de l'hôpital au centre-ville. Quels sont les derniers développements? Les réponses avec Olivier Morin. C'est à 22h15 lundi soir que le service incendie a été appelé à se rendre au centre hospitalier de Rouyn-Noranda pour un incendie à l'étage de la prématernité et de la pédiatrie. Arrivés sur les lieux, ils ont immédiatement commencé à procéder à l'évacuation de l'étage en cause. Ils ont constaté aussi la présence de feu, de fumée. Mais la propagation rapide de la fumée a forcé la trentaine de pompiers à devoir effectuer une évacuation de tous les occupants. On a eu l'obligation de faire évacuer les autres étages, qui a été faite en collaboration avec les infirmières, les paramédics, les policiers, tous ceux qui ont des responsabilités au niveau du plan de mesure d'urgence du bâtiment. Du côté du CISAT, une relocalisation des patients hospitalisés a rapidement été mise en place, dont certains ont dû être évacués du 5e étage par les cages d'escalier. 93 personnes hospitalisées qui ont été déplacées à proximité, soit dans le CLSC de Rouyn-Noranda, au pavillon Youville, à la Maison des aînés alternative de Rouyn-Noranda. Malgré l'ampleur de la situation, l'évacuation des patients s'est très bien déroulée selon le président de la FIC-CISAT, Jean-Sébastien Blais, notamment grâce à la réaction rapide du personnel médical. Il faut savoir qu'il y a eu une vivacité d'esprit assez incroyable des infirmières assistantes qui étaient sur place, de se rendre compte justement de la gravité de la situation, procéder à l'évacuation. Bien que l'incendie ait causé d'importants dégâts au 2e étage, le CISAT a tout de même pu commencer la réintégration de certains départements mardi matin. Le transfert des personnes hospitalisées, tant en urgence qu'en santé mentale, est complété, puis tout est de retour à la normale. Et certains services demeurent tout de même maintenus. Les rendez-vous de chirurgie seront maintenus. Également, les rendez-vous qui sont en CLSC, aux cliniques de pédiatrie et de psychiatrie au pavillon Youville sont maintenus. Difficile de déterminer les causes exactes de l'incendie, mais le service incendie mentionne que l'origine est accidentelle et serait liée à un chariot transportant du matériel médical. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et parlons sinistre maintenant, alors que plusieurs régions du Québec sont actuellement touchées par d'importantes pluies causant des inondations et menaçant de nombreuses résidences. La PCHQ rappelle l'urgence d'agir pour rendre nos bâtiments plus résilients. J'en ai discuté avec Marco Lassalle, qui est directeur principal des services techniques de la PCHQ. La région de l'Abitibi-Témiscamingue a été relativement épargnée présentement par les pluies torrentielles qui ont causé des inondations, mais ce n'est pas le cas partout au Québec. Et en lien justement avec ces inondations-là, la PCHQ lance un peu un message pour rendre les bâtiments, les maisons surtout, plus résilientes à ce type d'inondation-là. Qu'est-ce qu'on veut dire justement? Parce qu'en fait, c'est quoi rendre un bâtiment plus résilient là, aux inondations? Puis, la question est très pertinente parce que le mot résilient au niveau de l'habitation va devenir le mot de l'année, si on peut. C'est le mot de la période. Un bâtiment résilient, c'est un bâtiment qui peut être frappé par des sinistres, mais va être réhabilité facilement. On va limiter les dommages et on va remettre en service rapidement. Ben, ça demande de concevoir différemment, là, par contre. Euh, mais l'idée, c'est quand même d'essayer d'éviter, dans un premier temps, les sinistres. Et si jamais il y a un sinistre, ben là, c'est d'avoir le maximum de résilience pour avoir le moins de dommages possible. Et comment, justement, on la crée, cette résilience-là? La PCHQ, justement, émis des recommandations. Concrètement, c'est quoi les grandes lignes pour, justement, rendre nos bâtiments résilients aux intempéries? Bon, première chose, là, c'est le temps. Il n'y a pas de tempête présentement. Allons vérifier les clapets au niveau du sous-sol. Ça, c'est la première chose. On l'a, assurons-nous qu'il fonctionne bien. Deuxième élément, si on a un bassin de captation, ben, on s'assure à ce moment-là qu'il est capable d'assécher, donc la pompe va bien fonctionner. Et c'est une bonne idée également, souvent quand il y a des gros orages, il y a des pannes de courant. Ben, une pompe qui n'a pas de courant, ça ne pompe pas. Donc, à ce moment-là, peut-être d'avoir une batterie de secours qui va prendre la relève si jamais il y a une panne d'électricité. Maintenant, si je suis en train de rénover, si je suis en train de construire, bien là, on va aller beaucoup plus dans la résilience. On va travailler avec des matériaux qui ne seront pas endommagés par l'eau.
Le meilleur matériau, c'est quoi? Ben, c'est pas de matériau. Fait que peut-être que je pourrais proposer tout simplement au niveau du plancher, ben, de ne pas mettre de revêtement de sol ou sous-sol. Hein? Qu'est-ce que je dis là? Pourquoi pas laisser le béton tout simplement apparent? On peut le polir, on peut mettre un enduit par-dessus, un fini à l'époxy. À ce moment-là, il y aura beau avoir des dégâts d'eau, ben, le revêtement ne sera jamais endommagé. C'est pas tout le monde qui habite dans des zones inondables. Est-ce que c'est, selon votre avis, votre expertise, on devrait tous et chacun procéder à ce type de changement-là pour au cas où, là? Très intéressant. Les dégâts d'eau dans le sous-sol, il y a plusieurs sources. Il pourrait y avoir une inondation, comme on a eu à Montréal là, cette semaine et dans plusieurs municipalités également, d'où est-ce que c'est le réseau municipal qui ne suffit pas. Parfait, mais ça, c'est juste un élément. Ça pourrait être le drain de fondation qui ne fonctionne pas. Ça pourrait être le puits d'assèchement pendant une panne d'électricité. Tout fonctionne, mais la pompe ne fonctionne pas pendant ce temps-là. Ça pourrait être une ligne d'eau d'alimentation qui se brise. Il y a plusieurs sources de dégâts. Et au culturel, c'est officiel, la programmation pour la 23e édition du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue est dévoilée. Au menu, plus de 80 prestations dans les 4 coins de la ville de Rouyn-Noranda. Parmi les têtes d'affiche, on retrouve Claude Pelgag, Ariane Roy, Les Trois Accords et Jay Scott. Le festival va prendre vie du 28 au 31 août prochain. La programmation complète et les billets sont présentement disponibles sur le fmeat.org. Oui. Et au sport, notre journaliste Zachary Desrosiers continue de suivre la 55e édition du Tour de l'Abitibi-Glencore. Et Zachary, c'est la toute première étape de l'édition masculine qui a débuté aujourd'hui. Oui, absolument. Les cyclistes qui entament la première étape du Tour de l'Abitibi-Glencore aujourd'hui, la route qui va relier plutôt Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Il s'agit d'un parcours de 121,7 km. Les coureurs qui sont déjà en route en ce moment où on se parle, Anthony, vous le voyez à l'écran, le tracé de l'étape, entre autres, avec les différents points de sprint que les athlètes pourront tenter de remporter au courant de la course. Alors donc, à leur arrivée à Val-d'Or, ils devront compléter 3 tours d'un circuit de 5,2 km. Il y a un tracé autour des rues, autour de la ligne d'arrivée à Val-d'Or. La présidente du Tour de l'Abitibi-Glencore nous en dit davantage. On l'écoute. Ça sera une course quand même assez intéressante. On a quand même 13 équipes. Malgré ces 13 équipes-là, on a 6 nations qui vont aussi nous... Aujourd'hui, ça va être la course quand même qui va nous captiver, là. On va pouvoir définir qui il faut regarder, qui il faut suivre. On a des petits doutes sur, la France, si on se fie à l'année dernière. Et la première édition du Tour de l'Abitibi féminin s'est conclue hier avec le Challenge Sprint. Oui, absolument, Anthony. Il s'agissait pour plusieurs d'une des étapes les plus divertissantes, à regarder en raison notamment de sa vitesse et la rapidité de l'épreuve. Hier soir, le Challenge Sprint du Tour de l'Abitibi qui, oui, incluait les femmes, mais également les hommes. Et ça s'est conclu à la sauce française, alors que Alexis Bouteloup chez les hommes et Elena Hamann chez les femmes ont remporté l'épreuve. Donc, cette victoire-là a permis de mettre fin à la série de victoires canadiennes et québécoises qui, depuis le retour à la course, avaient gagné les étapes du Challenge Sprint. Et Anthony, je vous rappelle que je vais être sur place pour vous afin de voir l'arrivée des cyclistes qui vont arriver à Val-d'Or pour cette première étape du Tour masculin. J'aurai plus de détails pour vous demain soir. Parfait, merci beaucoup, Zachary. Je vous en prie. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est des nuages avec des risques d'orage au Témiscamingue, minimum de 17 degrés pour l'Abitibi et de 20 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est des averses avec des risques d'orage pour tous les secteurs, maximum de 21 degrés pour l'Abitibi et de 24 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Finalement, en aperçu pour jeudi, c'est de la pluie avec un maximum de 13 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 15 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.